Alors, dernière table ronde sur le management agile et libéré. Je vous propose, comme on l'a fait sur les autres tables rondes, de commencer par une petite vidéo pour permettre de savoir de quoi on parle. Le management libéré agile en 2 minutes. Le management libéré, c'est quoi? Le management libéré, c'est un nouveau mode de management qui bouscule les organisations hiérarchiques et pyramidales en suggérant la construction de structures par projet, plus verticalisées, dans lesquelles les salariés instaurent de nouvelles collaborations basées sur l'autonomie et la responsabilité. Isaac Getz popularise en 2012 le terme de management libéré en définissant une organisation dont la majorité des salariés disposent de la liberté et de l'entière responsabilité d'entreprendre toute action qu'eux-mêmes estiment comme étant la meilleure pour la vision de l'entreprise. Le management libéré puise son origine dans la théorie Y de McGregor qui indique que sans contrôle ni menace, l'individu se dirigera lui-même au service d'objectifs organisationnels qui recueillent son adhésion. L'individu, par l'obtention de responsabilités, est capable de développer ses facultés d'adaptation face aux problèmes. Il est alors gratifié par la satisfaction de son ego et de ses besoins de réalisation personnelle. Pourquoi développer le management libéré dans les collectivités? Les enjeux du management libéré sont de plusieurs ordres. Cela permet d'abord de remettre la question du pourquoi au cœur de l'organisation. Le management libéré redonne ainsi du sens au travail en se focalisant sur les orientations collectives et individuelles. Dans ce cadre, l'individu devient libre d'entreprendre toute action qu'il estime lui-même comme étant la meilleure pour la vision de l'organisation. Cela permet aussi de développer la capacité d'innovation par l'autonomie et la gestion des problèmes à un niveau opérationnel. Ensuite, le management libéré améliore la qualité de vie et le bonheur au travail en limitant les contrôles et en développant l'autonomie et la responsabilité individuelle dans le collectif. Cette libération du management permet aussi d'augmenter la transversalité par la suppression des cloisons et le développement des échanges verbaux. Pour finir, libérer une organisation, c'est aussi développer l'efficacité et la performance par l'engagement des employés et l'amélioration des process. Comment mettre en œuvre le management libéré dans les collectivités? Pour libérer une organisation, c'est à la hiérarchie de faire évoluer les modes de faire par l'intermédiaire du leader ou libérateur. Dans un premier temps, il apparaît devoir s'abstenir de dire aux autres ce qu'ils doivent faire et donc faire confiance aux employés. Il doit aussi vivre au quotidien les valeurs qu'il défend et partager la vision de l'organisation, mettre tous les agents sur un pied d'égalité et enfin écouter les salariés en circulant dans l'entreprise pour favoriser notamment l'émergence de solutions. Ensuite, le leader doit opérer des changements organisationnels qui auront une influence directe sur l'environnement de travail et donc sur la performance. En particulier, il doit déconstruire les symboles et pratiques hiérarchiques, par exemple en modifiant l'emplacement et l'organisation des bureaux, agir sur l'environnement pour le rendre favorable à l'automotivation, par exemple par le rattachement de chaque employé à un groupe projet, la valorisation des compétences et l'autonomie, ou encore plébisciter l'auto-organisation en laissant l'agent déterminer ses horaires ou le contenu de sa fiche de poste. En conclusion, le management libéré semble constituer une démarche globale pour repenser l'organisation et favoriser les actions transversales. Libérer le management semble en effet apporter de meilleures conditions de travail et une véritable solution dans la quête de la performance des collectivités locales. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Le management libéré est-il adaptable à toutes les organisations ou pour tous les employés? La démarche peut-elle coexister avec les exigences du secteur public? Les employés peuvent-ils véritablement être libérés de la pression hiérarchique? Voilà pour cette vidéo que Jérémy nous a présentée. Il est par là aujourd'hui. Il est là-bas, là. On lui fait bonjour, il est à l'accueil. Merci pour cette vidéo. Donc c'est le cadre finalement d'analyse. On va rebondir et essayer de répondre aux questions qu'on a évoquées ici, notamment l'adaptation de ces techniques qui nous viennent plutôt de l'entreprise privée. Et on va essayer de voir si elles peuvent s'appliquer et sous quelles conditions dans le secteur public territorial. Donc pour répondre à ces questions, je les ai évoquées tout à l'heure, Loïc Rabot, Jean-Baptiste Clerc, Sandrine Solé,
Philippe Lejeune et Pierre Marin. On va commencer avec Monsieur Rabot, qui nous vient du département du Calvados et qui va nous parler de la démarche qui a été engagée dans sa collectivité. Bien, bonjour à tous. Alors c'est vrai que c'est le premier défi, c'est de pouvoir venir pour vous présenter cette démarche qui est issue d'un long chemin de 5 ans en 10 minutes. Donc je vais essayer de faire au mieux. Cette démarche d'agilité, en fait, elle est portée par une mission organisation agilité, qui est une mission qui est copilotée par moi-même et puis ma collègue Gwenaëlle Brochet, qui elle est responsable du pôle formation au niveau de la direction de la DGA RH, donc co-portée par 2 directions. C'est une démarche qui a 5 ans d'existence, qui a conduit aujourd'hui plus de 600 actions d'accompagnement divers et variés. Ça va de l'accompagnement premier niveau, fournir des outils simples et des méthodos à nos collègues, jusqu'à accompagner des changements au niveau de services ou des directions, de la conduite de projet, mais également aussi des structures un peu plus longues, comme par exemple des projets de direction à accompagner dans la durée. C'est aussi des modules de formation qu'on a rénovés, qu'on a créé, innovant. C'est également une salle de créativité, le rond-point numérique, qui incarne en fait cette démarche-là, qui permet d'avoir un accueil plus convivial et aussi de favoriser le travail collaboratif. Et c'est notre grande fierté, notre dernière action, c'est une communauté de facilitateurs en intelligence collective. Donc je vais essayer de vous raconter tout ça dans une petite histoire. Avant de vous raconter l'histoire, je voudrais vous parler de cet animal-là, l'éléphant. C'est l'animal le plus fort du monde, il peut soulever plus de 300 kg avec sa trompe. Il est aussi doué, comme l'être humain, le singe et le dauphin, d'une conscience de soi. C'est vérifié par le test du miroir. Et il est aussi reconnu par sa mémoire. Donc je pense que c'est quand même pas mal qu'en performance. Et pourtant, il suffit, pour l'empêcher d'avancer, de lui attacher un petit cordeau autour de la patte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis qu'il est tout jeune, éléphanto, on lui attache un cordeau autour de la patte et accroché à une petite, une ficelle, un petit pieu, et ça l'empêche d'avancer. Et il grandit avec cette idée que s'il a un fil autour de la patte, il ne peut pas avancer. Et je trouve que ça représente très très bien toute la difficulté d'innovation dans les organisations, c'est de réussir à casser ces croyances, casser ces images qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas y aller parce qu'on a grandi avec l'idée que. Donc je vais essayer de repartir là-dessus. Finalement, dans notre cheminement, ça a été un petit peu tout ça. Ça a été essayer d'innover dans un domaine qui n'était pas prêt à le recevoir, donc toujours être confronté à des croyances limitantes. Et en gros, pour résumer, si vous voulez, tout ce qui demande un effort est impopulaire. Donc on va voir qu'en permanence, dès qu'on veut essayer de bouleverser un petit peu quelque chose, de changer, d'apporter du mieux, même si c'est bénéfique, on va être impopulaire. Donc ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire... Ça ne marche plus. Ah, pardon. Hop. Ah, voilà. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de notre petit village gaulois dans le Calvados, 2500 habitants dans cette collectivité. Et donc, comment on a conduit toute cette démarche d'agilité. Alors, on a commencé par le commencement. Je vais vous citer, parce que c'est un petit peu la mode, je vais vous citer le sage Lao Tse qui dit que la route de milieu commence par un premier pas. C'est en empruntant la voie que le chemin se trace, mais un premier pas ne sert à rien s'il n'est pas suivi d'un deuxième pas. Et ça a été un petit peu notre philosophie, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de plan d'action, on n'a pas fait de stratégie. J'avais des principes, j'ai posé des principes de travail, et puis en fait on a accompagné nos collègues au jour le jour, on a répondu à leurs besoins, on leur a apporté les compétences qu'on pouvait leur apporter à chaque fois, on a appris avec eux en chemin. Et puis surtout, on s'est efforcé d'innover en termes de méthode, en termes d'outils, mais aussi beaucoup en termes de posture relationnelle. On a découvert lors d'un jeu, avec notre direction de modernisation, on a découvert des outils de l'agilité. Et on a trouvé ça génial, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on en parle avec tous nos collègues. Donc on a organisé des événements mensuels, des meet-up, le temps du midi, libre d'accès, ouvert à tout le monde, pour pouvoir partager ces outils-là. Alors le problème, c'est que quand vous parlez à des collègues d'outils au nom tels que Kanban, Rétrospective, Eisenhower, Perfection Game, Icebreaker, Meetup, Speedboat, etc., c'est un peu déroutant et pour les convaincre, c'est pas forcément super évident. Donc on a ramé. On a eu un coup de chance, c'est qu'une de nos collègues conseillère de gestion est venue me voir en disant « Loïc, voilà, j'ai un sujet, on doit refondre le schéma politique
des personnes âgées et personnes handicapées avec la direction de l'autonomie. Est-ce que tu peux m'aider? Donc moi, comme je n'ai pas peur des défis, je lui ai dit bah oui, on va voir ce qu'on peut faire. Donc c'était de taille, hein, plus de 500 personnes concernées, à la fois des élus, des directions métiers, des représentants des citoyens, un sujet sensible, un schéma précédent dont le bilan était en demi-teinte, et puis pour couronner le tout, un changement d'orientation politique. Alors on a fait le travail, on a fait tous ces ateliers, ça a permis de rencontrer toutes les parties prenantes, et au bilan des courses, eh ben, c'est vraiment une conclusion, un résultat gagnant-gagnant, puisque à la fois on a une meilleure compréhension des enjeux, on a eu une progression, une adhésion progressive à ce nouveau schéma, on a eu la prise de conscience des réalités de chacun, et ben, finalement le schéma a été voté. Alors, rebondissant sur cet succès-là, on a continué, on s'est dit il faut absolument continuer tout ça, donc on a créé une communauté agile, on a organisé des événements toujours mensuels, 2 heures de temps pour pouvoir expérimenter, pratiquer ensemble. On avait un objectif, pratiquer, expérimenter et s'entraîner ensemble pour pouvoir être en mesure de réutiliser ces outils au quotidien. On a aussi créé des nouveaux modules de formation, on a créé des matinales, donc des formats courts sur des sujets très spécifiques. Alors par exemple la cohésion de groupe, l'animation de réunion, la conduite de projet, comment faire un pitch pour être percutant sur la présentation d'un projet, mais aussi les outils collaboratifs. Donc ça a avancé, mais c'était long et laborieux. Parce qu'en effet, la problématique, c'est comment faire pour faire comprendre qu'un jeu, une balle, un bout de bois, une baguette de bois, peuvent aider des collaborateurs à adhérer à un projet qui est important pour leur chef. C'est pas facile. Donc, on a eu des difficultés, j'en ai là. Hop, voilà. Donc voilà, on a créé tous ces nouveaux modules de formation et on a fait un pari. On a fait le pari que si on fait vivre à des managers des situations suffisamment transformantes, on peut réussir, pour certains, à leur impulser un changement de comportement et à les engager vers des changements de pratique avec leurs équipes. Donc on a essayé. Ce n'était pas gagné, mais bon, moi je suis tenace, je suis engagé et je suis convaincu. Donc j'ai gardé espoir. Et à un moment donné, quand la préparation rencontre l'opportunité, certains appellent ça la chance, la directrice de la maison de l'enfance et de la famille est venue me voir en disant voilà, moi je voudrais faire une journée de cohésion, j'ai mon équipe d'encadrement qui est en sortie de crise, c'est très compliqué, je voudrais faire une cohésion de groupe avec toi. J'ai dit ok, on y va. À la suite de ça, une chef de service est venue me voir en disant moi je voudrais construire mon projet de service en passant par de la cohésion de groupe. Alors le projet de service, c'est pour la protection de l'enfance. Pour vous en dire quelques mots, hein, si vous ne connaissez pas, c'est on s'occupe de tous les adolescents qui sont en déperdition et qui sont assez compliqués. Un domaine totalement inconnu pour moi. Donc je me suis dit, il faut que j'aille en immersion. Je suis allé en immersion, j'ai découvert leur sujet, ce qu'ils faisaient au quotidien, et c'est parti, on a fait des ateliers collaboratifs. Il a fallu gagner la confiance, j'ai utilisé des outils d'intelligence émotionnelle, et petit à petit, on a réinstauré de la confiance. On leur a permis de prendre conscience aussi de leur mission, de prendre du recul sur leur réalité. On les a aussi aidés à trouver leur unité. Au bilan, cette animation a eu un grand succès, puisque non seulement le projet avance sereinement, mais en plus les équipes n'attendent pas le papier pour changer. C'est une vraie réussite, il y a un nouveau management qui se met en place, en douceur, en confiance et dans le respect de chacun. Donc fort de cette expérience, on continue. Et on a toujours des demandes et on continue. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de demandes. Les demandes sont de plus en plus complexes, avec un niveau d'exigence de plus en plus élevé. À chaque fois, il faut recommencer tout le travail à zéro. On n'a pas d'effet d'échelle. Il faut redécouvrir le métier, les spécificités, etc. Retravailler le scénario d'accompagnement. Donc on s'est dit, il faut former des facilitateurs en interne. On fait ça. Ça a été l'année dernière. Notre succès, c'est que fin 2018, notre DRH remettait leur diplôme de facilitateur en intelligence collective à 14 de nos collègues. Pour le Calvados, ça tombe bien. En 2019, j'ai ma deuxième promotion qui tourne et j'ai déjà une liste d'attente pour 2020. Donc, grosso modo, on pourrait considérer que c'est une très belle réussite. Aujourd'hui, je suis sollicité par les satellites du département pour les accompagner sur la réorganisation,
sur l'accompagnement du changement, sur la modernisation de leurs pratiques managériales. Grosso modo, on pourrait dire que c'est un grand succès. Et pourtant, moi, si je devais faire une conclusion, je dirais qu'on est toujours au point de départ aujourd'hui. Parce qu'au final, mon ambition, c'est la même. Déployer, transmettre, transformer par l'exemple. Mais on a toujours les mêmes difficultés. Les réticences, les objections des collègues qui sont rattachés à leurs habitudes. Moi, j'ai des convictions, c'est qu'on ne change pas les autres, mais qu'on peut se changer soi-même en modifiant son comportement situation après situation. Donner sa confiance est plus efficace que donner des leçons. Et puis, incarner ce que l'on attend des autres reste la meilleure recette pour convaincre. Au final, c'est vraiment un travail pour bien se connaître et être soi-même dans cette démarche, avec peut-être quelques ingrédients en plus, l'écoute de l'autre, le respect, la responsabilité, l'adaptabilité. Voilà, donc pour terminer, je dirais qu'il y a des piliers incontournables pour moi, c'est que le changement soit accompagné en interne, que le corps managérial évolue dans ses pratiques et aussi dans ses croyances, que cela implique l'organisation globalement dans les directions, les services, etc. Et puis je dirais pour finir qu'en fait, il faut vraiment aimer son travail quand on fait ça, parce que si on fait les choses de manière rationnelle et logique, on ne se relève pas après les premières chutes. Donc il faut être passionné, certainement aussi un petit peu fou, pour croire et espérer qu'on va y arriver quand d'autres s'arrêtent. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Rabot, de cette introduction sur ce thème. On va donner la parole maintenant à Jean-Baptiste Clerc. Merci. David, vous ferez le maître du temps parce que je peux avoir tendance à parler. Mais merci beaucoup. Alors, en préambule, je veux vous dire que ce que je vais vous présenter là n'a de valeur que de témoignage, que je le fais déjà avec beaucoup d'humilité parce que j'ai conscience d'intervenir devant des pairs, avec la lucidité aussi qu'à la tribune, aujourd'hui, je représente la plus petite organisation et que ce que je vais vous décrire là, c'est pas forcément transposable partout. Parce que ce qui est possible à 200 ou 250 agents ne l'est pas forcément à 6 000, à 8 000, à 10 000, ou même des fois à 500. Parce qu'à 250 agents, on a des fois plus d'agilité et plus de facilité à conduire des dispositifs. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Cornebarieux, mais vous en ferez ce que vous en voulez, surtout ce que vous en pouvez. D'abord, vous parlez du fondement de... Hop, voilà. C'est du fondement de ce qui a conduit notre démarche. En 2014, lorsque je suis arrivé sur Cornebarieux, j'ai succédé à mon prédécesseur qui était là depuis 35 ans et le maire a succédé à son prédécesseur qui était là depuis 37 ans. Il y avait une excellente production de services au public. Par contre, on était sur des méthodes de management qui n'avaient pas beaucoup évolué et qui ne laissaient pas forcément toute la place à l'humain. Et quand on se pose la question dans une collectivité, souvent, c'est de se dire, est-ce que quand on change, quand on veut innover, est-ce qu'on le fait finalement par choix ou est-ce qu'on le fait par contrainte ? Et il se trouve qu'en 2014, on a eu une contrainte importante qui a été la baisse des dotations. Et en fait, tout le monde nous vendait il faut faire mieux avec moins. Et nous, à Cornebarieux, assez vite, on a réfléchi à faire mieux avec tous plutôt que faire mieux avec moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième contrainte, c'est finalement le changement perpétuel. On a l'impression que tout change tout le temps, mais en fait, ce que je dirais, c'est que l'impermanence est devenue permanente. On est dans un changement permanent et il faut qu'on continue à s'adapter. Troisième contrainte, c'est des attentes d'usagers qui étaient toujours plus importantes et auxquelles il fallait répondre. Et en fait, les attentes des usagers, c'était de se dire un moment, plutôt que, et c'est un terme qui a été employé ce matin et que nous on emploie souvent à Cornebarieux, c'est plutôt qu'être la collectivité du comment, réfléchir à être la collectivité du pourquoi. Plutôt que de réfléchir à dispositif, c'est réfléchir à efficacité du service public. Donc le changement, c'est d'abord, je pense, et souvent une contrainte. Mais le changement, c'est aussi, et l'innovation, c'est aussi une question de choix dans une collectivité. Et c'était le cas pour nous, puisque l'objectif assez rapidement, c'est si on veut passer du faire mieux avec moins au faire mieux avec tous, il faut arriver à générer de la pensée collective, il faut arriver à générer de l'intelligence plus que de l'obéissance. Et avec la conviction qu'on avait très rapidement, c'est qu'une équipe est plus forte qu'un individu et que même une équipe est plus forte qu'une somme d'individus.
Et donc, on a construit toute notre expérience sur ces postulats-là en quelques actes fondateurs qui sont venus année après année, puisque là, on est à 5 ans. La charte des valeurs managériales, je ne dirais pas qu'elle est dépassée aujourd'hui, mais c'est l'histoire d'il y a 1 an, et on est déjà passé à autre chose, même si elle continue à vivre. Et je vais vous raconter un petit peu la manière dont ça s'est passé sur ces 5 ans. Le premier acte que nous avons souhaité, c'est faire acte de libération de parole. Pour qu'il puisse y avoir une libération de parole, il fallait que nos collaborateurs, nos collaboratrices puissent être sécurisés. J'ai assez vite eu conscience que les problématiques que pouvaient avoir les agents de Cornebarieux, ils n'avaient pas forcément envie d'en parler directement au DGS, donc on a créé un poste à mi-temps de quelqu'un qui était en capacité de les écouter et de les accompagner dans leur pratique professionnelle. Cette personne n'était autorisée à me remonter que ce que les agents l'autorisaient à me dire. Il y avait un pacte, une charte de confidentialité entre elle et moi, et je ne savais que ce que les agents souhaitaient que je sache. À partir de là, elle a accompagné des libérations de parole individuelles, mais elle a aussi accompagné des libérations de parole collectives, puisque nous avons mis en place des groupes d'analyse de pratiques professionnelles dans un certain nombre de services de la collectivité, groupes d'analyse de pratiques et professionnelles qui ont permis dans un premier temps de faire sortir un petit peu d'émotionnel. Donc ça, on n'est pas de suite parti sur du groupe d'analyse de pratiques professionnelles, je vous l'accorde, on était peut-être d'abord sur du groupe de parole. Et puis, on a réussi à dépasser l'émotionnel et à construire quelque chose autour des pratiques professionnelles. C'est quelque chose qui a marché pendant 1-2 ans facilement, et la sécurisation, la libération de la parole a permis d'avancer. On a été dans le même temps confronté à une problématique qu'on rencontre tous, c'est le management intergénérationnel. Vous savez, nous, dans une collectivité comme Cornebarieux, on a beaucoup de services à la population et assez peu de réseaux, puisque tout a été transféré à Toulouse Métropole. Donc on est beaucoup sur des crèches, des ALAE, de la culture. Et entre mon assistante qui vient de partir à la retraite, qui avait 66 ans, et nos animateurs, qui en ont pour certains 18 ans, on s'est rendu compte qu'ils ne parlaient pas du tout le même langage. Ils n'étaient pas faits sur le même logiciel de managérial et de fonctionnement. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, avec l'allongement de la durée de vie et la durée de vie au travail, qu'on a 3 et parfois 4 générations en même temps sur le marché du travail. Et ces gens-là, ils ne parlent pas le même langage. Et en fait, on se rend compte que, pour les anciens, c'était très vertical. Les nouveaux ne supportent pas, les nouvelles générations ne supportent pas forcément la verticalité, ils sont plus dans l'horizontalité, mais il n'y a pas tous les codes pour l'horizontalité. Et en fait, on se rend compte que ceux qui souffrent là-dedans, ce sont les managers, puisque les managers, ils sont obligés de faire preuve de ce qu'on appelle, nous, à Cornebarieux, d'élasticité mentale, en devant s'adapter à chaque fois à leurs interlocuteurs. Et à ce moment-là, au bout de 2-3 ans, plutôt que de réfléchir comment former nos managers, puisque l'humain est une matière totalement en mouvement, on s'est dit, il n'y a pas une bonne méthode de manager. Par contre, on peut déterminer ensemble un référentiel qu'on va appliquer dans chaque acte de management. Et ce référentiel-là, ça pourrait être une charte des valeurs managériales. Une fois qu'on a eu cette idée qu'on trouvait sympa, mais un petit peu fumeuse, on s'est dit, mais maintenant, comment est-ce qu'on le met en place ? Pour le mettre en place, il a fallu chercher aussi à la fois l'adhésion du top management, à la fois gérer l'expliciter, ce qu'on en attendait. Et donc, on s'est fait accompagner par une société qui s'appelle Les Ponts à la Place des Murs et qui est allée chercher de la matière dans les groupes d'analyse de pratiques professionnelles qui étaient mises en place. Cette matière a permis de faire remonter quelles étaient les attentes des managers, etc., puisqu'on avait créé aussi des gaps pour l'encadrement de proximité. Pour faire émerger la charte des valeurs managériales, nous avons choisi de nous appuyer sur le vecteur du théâtre par le biais de mise en situation, d'abord. Donc nous avons fait 2 séances avec tous les managers de la collectivité, donc on était 26, pour faire émerger les valeurs sur la base de mise en situation dont on avait récupéré la matière sur le terrain. Quand je vous le vends comme ça a l'air tout simple, hein. Mais pour autant, il y en a qui a fallu convaincre, c'est le top management. Pourquoi ? Parce que pour eux, avant, c'était simple. Ils disaient, les gens obéissaient. On dit, non, mais c'est sympa ton truc, mais tu nous mets en danger, finalement, parce que et notre légitimité et notre pouvoir de chef, je ne t'ai pas exprimé comme ça, mais ça voulait dire ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, il y a eu tout un travail d'accompagnement auprès de ses proches directeurs de service
pour leur donner une contrepartie en sécurisation, en lâcher prise pour qu'ils vivent mieux, gérer leurs fonctions, pour les faire passer finalement d'un statut de cadre à un statut de manager, pour faire passer d'un statut de « je vous demande d'obéir » à « maintenant je vous accompagne ». On a tous travaillé sur qu'est-ce qui était complètement autoritaire chez nous. C'est assez amusant comme histoire. Par exemple, moi, à titre personnel, ce qui est autoritaire chez moi, c'est la place du chef. Quand je rentre dans une salle et qu'il y a une réunion, je mettais toujours à la même place, le bout de table, c'était la place du chef. Donc je me fais violence, et maintenant je me déplace, et chacun avait un côté qui était comme ça. Donc, on a construit la charte avec les valeurs, avec des valeurs qui peuvent paraître très simples, hein, le droit à l'erreur, le droit d'exprimer ce qu'on ressent, le droit d'être protégé, défendu de la diffamation, le droit de comprendre sa mission, sa tâche et d'y adhérer, le droit d'être pris en considération, le droit de pouvoir participer à l'effort collectif. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on faisait ça, on tentait de rentrer par le sens. Et j'y reviendrai très vite sur la notion de sens. Il me reste combien de temps, David ? 3 minutes, je vais y arriver. Une fois qu'on a eu la charte, c'était bien, on avait fait une charte à 26, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et comment ça se passe avec les 250 collaborateurs qui constituent la collectivité ? Et comme on avait utilisé le vecteur du théâtre, on a demandé à l'entreprise qui nous accompagnait, est-ce qu'elle pouvait nous utiliser aussi le vecteur du théâtre pour retranscrire les valeurs à tous nos collaborateurs. Et ils ont écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Tellement humain », spécialement pour la commune de Cornebarieux, à la base, spécialement pour la commune de Cornebarieux, et qui a été joué dans le cadre d'un théâtre-forum interactif par des acteurs. Théâtre-forum interactif, il y avait grosso modo 4 actes, et au milieu de chaque acte, on découvrait 2 valeurs, puisque la pièce de théâtre permettait de rappeler les valeurs, et c'était un temps d'échange formidable, au-delà du fait que tout le monde soit parti après avec son petit porte-clés, type goodies qu'on met autour du cou, avec la charte des valeurs managériales, et donc tous nos collaborateurs et collaboratrices ont leur charte aujourd'hui. Ça, c'était l'histoire de la charte. Et une fois qu'on a fait ça, c'était l'an dernier déjà, et ça semble rapidement dépasser. Alors souvent on nous demande, mais quels sont les impacts de cette démarche ? Vous allez voir que les impacts de cette démarche, c'est que le dialogue social est totalement apaisé. La libération de la parole fait que finalement, tout le monde accepte de dire les choses, et il y a un terme qu'on a banni chez nous, par exemple, nous n'acceptons plus la critique, nous accueillons la critique. En fait, on accueille la critique puisqu'en fait, c'est dit avec bienveillance, et si c'est dit, c'est bon pour le collectif. Donc, le dialogue social est totalement apaisé. Sur les 2 dernières années, l'ensemble des avis qui ont été soumis au comité technique paritaire, comité technique, ont été approuvés à l'unanimité. Les représentants du personnel n'avaient d'ailleurs même plus rien à faire remonter, puisque le dialogue social irriguait toute la collectivité. On a eu des résultats chiffrés, parce que ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des résultats chiffrés qui sont à consolider parce qu'on n'a pas assez de recul. Une baisse de 17% du coût global de la maladie ordinaire, de 65% du coût global des accidents de travail. Et finalement, ce qu'on a investi dans la démarche, on l'a récupéré en triple derrière sur la réduction de l'assurance et sur la baisse des remplacements. Cette démarche-là nous a amené naturellement aussi à avoir des gens qui se sont trouvés hors valeur. J'ai 2 collaborateurs, un directeur de service et un chef de service, qui ont souhaité quitter la collectivité puisqu'ils ne comprenaient pas finalement qu'on donne autant d'importance à la parole d'un agent qu'à celle d'un cadre. Et ça leur a fait drôle, donc ils ont préféré quitter la collectivité. À ce moment-là, nous avons souhaité modifier l'organigramme. Enfin, on n'a pas souhaité. On a interrogé les services pour savoir quel serait le meilleur organigramme, quel serait le plus performant. Et finalement, nous avons revu l'organigramme des politiques éducatives, pas le moindre, puisqu'il y a 150 agents, en supprimant 2 niveaux de hiérarchie. C'est un pôle dans lequel il n'y a plus de directeur et il n'y a plus de chef de service. Les responsables de structure sont attachés directement à moi, avec le pari qui est en train de fonctionner, qu'en fait, je n'aurai qu'un seul acte managérial fort à faire, c'est l'évaluation. Et par contre, les postes qui avaient été supprimés sur la direction ont été mis sur des postes de coordination pour permettre à ces gens-là de travailler ensemble. Ça fonctionne bien, ça fait plus d'1 an maintenant, et les choses se passent bien. Du coup, comme il n'y avait plus de chef, la réunion de direction, elle a changé aussi, il n'y avait plus de réunion de direction. Donc maintenant, on travaille, il y a une petite demi-heure le lundi à 3 ou 4 sur le quotidien, et une fois par mois, je réunis l'ensemble des managers de projet ou des managers de services sur une réunion globale qui dure 2 heures. Il y a une demi-heure qui est pour moi, sur laquelle je donne des infos, le sens de l'action publique, le sens du collectif, les projets de la collectivité, pour qu'il y ait aussi ce sentiment d'appartenance. Et eux-mêmes apportent des sujets et on les partage tous ensemble. C'est le vendredi, ça sera la semaine prochaine, le dernier vendredi du mois, de 9h à 11h.
J'en termine, juste pour vous dire, on a le sentiment aujourd'hui, on a ouvert le champ des possibles. On est en train de réfléchir à d'autres choses. En fait, le champ des possibles est totalement ouvert puisque les idées remontent du terrain et elles arrivent en direct. On a aujourd'hui, à Cornebarieux, réussi à instaurer un cercle vertueux qui est basé sur la confiance. Parce que à un moment, on a réussi à sécuriser nos collaborateurs, nos collaboratrices. En les sécurisant, on a libéré leur parole. En libérant la parole, on génère de la créativité. En générant de la créativité, on fait de l'innovation. En faisant de l'innovation, on fait de la confiance et de la reconnaissance, sécurisation, etc. Et on repart sur un cercle vertueux. Certains me disent oui, c'est super, c'est du management libéré ou c'est une collectivité libérée. Et là, je fais un petit clin d'œil à Emmanuel et Yannick de d'AGD. Plus qu'un management libéré, on est sur un management inclusif, une collectivité inclusive de la pensée. L'objectif pour nous, c'est pas de dire on va faire de la libération du management à la méthode Isaac Getz. C'est quelque chose qui est à Cornebarieux et qui n'est pas forcément duplicable. C'est pour ça que j'ai l'humilité, j'ai du simple témoignage. J'essaie d'être vite. Merci. Merci, Monsieur Clark. Autre témoignage, Sandrine Solé, le Grand Narbonne. Bonjour. Alors du coup, pour parler de management libéré, je me libère de mon fauteuil et je me mets devant cette première diapositive, Inès What Else, pour commencer à vous parler du joli projet que j'accompagne depuis 5 ans. Voilà. Et pour vous dire aussi comment nous avons fait de cet espace un espace innovant. Enfin, en tout cas, on l'espère. On va passer à la slide suivante. Une friche urbaine, quelle aubaine ? Une friche urbaine parce qu'en 2010, on a la base France Télécom qui est en entrée de quartier prioritaire de Narbonne, qui est laissée totalement à l'abandon. Et les élus se disent, tiens, on pourrait récupérer cet espace et en faire une maison de l'entrepreneuriat, de la formation professionnelle et pourquoi pas de l'économie sociale et solidaire. On commençait tout juste à en parler de l'économie sociale et solidaire, en tout cas à Narbonne. Et ils se sont dit, ce serait pourquoi pas cet endroit, un lieu qui pourrait apporter une nouveauté territoriale. Et puis, pour réaliser ça, on s'est appuyé sur des fonds européens. Il y avait justement à ce moment-là une grosse enveloppe à aller récupérer auprès du FEDER urbain. Et ça a été parti. Ils ont racheté ce bâtiment. On va passer à la slide suivante. Voilà le bâtiment avec un grand totem. Voilà, ça c'est l'architecte qui s'est fait plaisir. Il a dit qu'il faut faire un grand totem à l'entrée du bâtiment. Voilà l'ancienne base France Télécom, 5000 m². On va passer à la slide suivante. Et pour réaliser ce projet, on est venu taper à ma porte. Et à l'époque, j'étais directrice de la Maison Emploi Formation. Et il se trouve que, à travers cette fonction-là, j'animais le réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Il faut dire aussi qu'entre-temps, le projet avait été un peu contrarié au niveau de l'entrepreneuriat, parce que les chambres consulaires avaient dit non, les élus, vous ne partez pas là-dessus, l'entrepreneuriat, c'est nous. Donc ils avaient dit, ok, on va faire de la formation professionnelle. Ils ont dit, formation professionnelle aussi, c'est quand même un peu nous, on a des centres de formation des apprentis. Bon, du coup, il nous restait l'économie sociale et solidaire. Alors ils sont venus taper à ma porte, ils ont dit, allez, on part sur l'économie sociale et solidaire, et avec ça, on va pouvoir faire plein de choses. Donc, ils m'ont dit, vas-y, puisque tu animes le réseau, puisque tu connais les acteurs, va les chercher. Donc, je suis allée les chercher, je les ai mis autour de la table et je leur ai proposé d'intégrer ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est 5000 m², et je leur ai dit, voilà, plutôt que d'intégrer le bâtiment bêtement, on va essayer de travailler ensemble un projet et de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres pour co-construire ce projet mutuel. Pendant 2 ans, c'est très bien, la photo arrive à point, pendant 2 ans, on s'est vus à peu près une fois tous les 2 mois, et on a travaillé sur comment on allait mutualiser nos moyens, comment on allait mutualiser nos projets, quelles étaient nos valeurs communes. On a baptisé le bâtiment ensemble, c'est-à-dire que ce n'est pas les élus qui ont décidé, ce sont eux. Et aujourd'hui, ils sont toujours au sein du bâtiment et ils l'ont intégré à partir de fin 2014. Et du coup, on m'en a confié la direction. Donc ça, c'était pour la petite histoire, parce que si je ne vous raconte pas ça, je ne peux pas vous dire la suite. Donc voici la suite. La suite, ça, c'est Inès. Inès, attends, pardon, excusez-moi, je crois que je suis... On peut revenir ? Oui, voilà, pardon. Inès, qu'est-ce que c'est précisément ? 5000 m², je l'ai dit. C'est difficile de décrire Inès parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Nos détracteurs, au début, appelaient ça la foire fouille. Bon, en tout cas, ce qu'on va trouver au sein d'Inès, c'est une couveuse, des pépinières, des organismes de formation, des fondations, des coopératives, des hôtels d'entreprise.
on va y trouver un espace de coworking, un Fab Lab, une salle de créativité, un restaurant, des salles de réunion pour y réaliser des colloques, des séminaires. C'est tout ça, Inès. Du coup, c'est compliqué de dire c'est une pépinière. Ben non, pas seulement. C'est un incubateur. Ben, pas uniquement. Donc, je peux vous dire qu'en gros, pour décrire l'activité d'Inès, c'est un espace d'accompagnement des projets professionnels, quels qu'ils soient, qui vont de la recherche d'emploi, la recherche de reconversion professionnelle, la recherche de formation, la recherche de stage, mais aussi la création d'entreprises, puisque c'est également un lieu d'accompagnement et d'hébergement pour les porteurs de projets. Donc voilà Inès à l'intérieur, vous avez le restaurant ici en haut à gauche, en haut à droite le Fab Lab avec des formations au codage, une formation qu'on a créée spécifiquement ici, un diplôme universitaire créateur entrepreneur numérique avec l'Université de Montpellier. L'accueil, très important, l'accueil à Inès, puisque comment ça marche? Tout porteur de projet, on en reçoit à peu près en gros 300 personnes par jour, pas que des porteurs de projets bien sûr, s'adresse à Nelly qui est là à l'accueil et il va lui exposer sa demande. Et Nelly, elle, ce qu'elle doit faire, c'est orienter vers la quinzaine d'acteurs qui sont présents au sein du bâtiment ou vers mon équipe qui est aussi présente au sein du bâtiment. Mon équipe, c'est aujourd'hui 25 personnes qui travaillent sur l'emploi, la formation, la politique de la ville, le développement économique, l'agriculture, le tourisme et la transition numérique. Ah oui, et aussi l'innovation sociale. Donc, je reviens à Nelly. Voilà, Nelly, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit entendre la demande, orienter, analyser la demande et elle a 48 heures pour donner une réponse. C'est-à-dire qu'on ne laisse personne sans réponse. Si on n'a pas la réponse au sein du bâtiment, eh bien, elle sait et elle doit orienter vers quelqu'un sur le territoire, mais pas qu'orienter, c'est aussi accompagner, donner le numéro de téléphone, voire prendre le rendez-vous pour la personne. Nelly, c'est pas n'importe qui. Elle travaille avec moi depuis 10 ans, elle est formée et on a fait le choix de mettre des personnes formées à l'accueil. Voilà, c'est important, l'accueil c'est un métier. Un petit supplément d'âme, parce qu'Inès, ça innove, mais ça innove pas comme ça par le hasard. Ça innove parce que on va y rencontrer toute une série de personnes différentes. Je vous ai parlé des porteurs de projets, on va y rencontrer des demandeurs d'emploi, des jeunes de la mission locale jeune, on y va rencontrer des stagiaires, on va y croiser parfois un ministre qui vient visiter pour se rendre compte de ce qu'est cet outil. Et quand on m'a demandé de témoigner aujourd'hui, on m'a dit expliquez-nous l'innovation à Inès. J'ai dit mais j'en sais rien, moi je ne sais pas, ça marche, c'est tout. Alors du coup, je suis allée poser la question aux résidents d'Inès, à mon équipe. Je leur ai dit qu'est-ce que c'est pour vous l'innovation Inès, pourquoi ça marche? Et ils m'ont donné plusieurs raisons. Ils m'ont dit certains, c'est parce qu'il y a une grande diversité d'acteurs, donc de la diversité naît l'innovation. Finalement, on n'a pas une structure dédiée qu'à une thématique, on a plein de thématiques ensemble et du coup la diversité crée de la complémentarité et quand on doit traiter un problème, on ne le traite pas juste par une entrée, on associe plusieurs entrées parce qu'on associe plusieurs partenaires qui ont aujourd'hui l'habitude de travailler ensemble et qui trouvent des solutions ensemble. Première réponse. Deuxième réponse, on m'a dit on innove parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Ça bouge, il y a de l'animation, vous créez de l'animation, vous. C'est vrai que mon équipe est là pour organiser des temps de rencontres, informels, formels, informationnels. Voilà, donc l'animation, c'est important aussi. On m'a dit ça innove parce qu'il y a des espaces collaboratifs. C'est vrai, on a mis en place une salle de créativité, un Fab Lab, mais ce ne sont que des espaces. Et puis, on m'a dit, ça fonctionne aussi parce qu'en fait, quand on vient te voir avec un projet, tu dis jamais non, tu dis chiche. Alors, j'ai dit oui, peut-être. Du coup, ça m'a amené à réfléchir sur mon management. Mais avant ça, je veux passer sur la slide suivante et vous montrer une petite expérience qu'on a menée l'année dernière. Un matin, je me suis levée, je me suis dit, tiens, je pense qu'il est grand temps de mettre des ruches sur le toit d'Inès. Alors on m'a dit, encore une excentricité de Madame Solé. Et pourtant, de cette idée-là, j'en ai fait mon miel. Sur le toit, vous voyez déguisés en cosmonautes nos élus. Alors ils étaient 4 parce qu'il y avait 4 ruches, donc il fallait une ruche par élu, sinon ça les... Donc voilà. Et puis, à partir du miel et des ruches, on a monté plein de projets. D'abord, j'ai monté un labo développement durable. Du coup, ça me permet de rencontrer les résidents sur une autre thématique que leur thématique professionnelle, mais néanmoins, ça nous permet de continuer à réfléchir ensemble sur d'autres thématiques proches, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi de l'économie du développement durable. On a travaillé avec le Fab Lab sur des ruches connectées.
Donc on a mené des projets et aujourd'hui on peut, à partir du Fab Lab, voir le niveau de chaleur au sein des ruches. On a monté plein de projets pédagogiques avec les écoles. Et puis on a récolté, on a fait notre première récolte de miel avec tous les résidents. Là aussi ce sont des temps informationnels, ça crée énormément de joie et d'enthousiasme. Ils sont tous repartis vers leur petit pot de miel. Et l'année prochaine, la récolte sera destinée soit à une école, soit à une association du quartier. Happiness. Happiness parce que je base beaucoup mon management sur le plaisir, l'envie, ce qui me vaut le nom de bisounours de la part de l'hôtel d'Aglo, mais j'assume, hein. C'est pas grave, c'est pas un défaut d'être gentil, je crois que c'est plutôt une qualité. Mais on est gentil, mais on tâche quand même d'être performant. D'ailleurs, il y a performance dans les mots. Et moi, je suis la gardienne de tout ça. Je suis la gardienne de la mise en mouvement. En gros, je m'associe souvent à un chef d'orchestre. Je ne sais pas jouer de tous les instruments. En revanche, je sais mettre en musique. Je sais donner un tempo. Je sais mettre en harmonie toute mon équipe. Et du coup, mon équipe, elle est bien. Elle est contente de venir travailler à Inès. Elle est fière de travailler à Inès. Je la laisse rêver. Quand elle vient avec un projet, je dis « Ok, allons plus loin. Crée ton équipe. » Et du coup, je vais passer à la slide suivante, puisque je parle d'équipe. Voilà mon équipe. Alors ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle a doublé. Mais ça, c'est mon équipe, mais c'est aussi mon organigramme. Je suis au cœur de l'équipe. Et en fait, les équipes au sein de l'organigramme, elles se font et se défont. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une idée, il dit tiens, qui tu veux dans ton équipe? Constitue ton équipe. Alors il dit je vais prendre un tel, parce qu'un tel il fait l'innovation sociale, un tel il connaît tel acteur des quartiers politiques de la ville. Et du coup, il crée son équipe. Pour faciliter tout ça, j'ai quelques ingrédients. J'ai fait appel moi aussi à une facilitatrice. En gros, ou une coordonnatrice, on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'appelle ça mon agent de transversalité. Elle est là pour décharger les équipes de tout ce qui ennuie, tout ce qui encombre dans le développement du projet. Elle est là pour enlever des dossiers, faire des évaluations, faire des rapports, créer du lien, faciliter l'information aussi, la transmission d'informations. Ça, c'est quelque chose à quoi je suis très attachée. On doit être transparent les uns avec les autres. On ne doit pas s'approprier l'information. On ne doit pas essayer de récupérer le pouvoir comme ça. Donc, il faut être garant de tout ça pour que ça circule, ce soit fluide. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Attendez, j'ai dépassé mon timing? Oui, non? 2 minutes. Oh, je vais prendre moins de temps que ça. Qu'est-ce que je fais aussi? Oui, pour mon management, pour le rendre agile, mes réunions de service, c'est souvent des réunions de co-développement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pose un problème, hop, on se met en mode co-développement et tout le pôle qui est là tous les lundis répond. Que ce soit, ça va de l'agent d'accueil jusqu'au chef de service, tout le monde est présent et tout le monde participe à un même niveau d'égalité et d'intervention. Et je peux vous dire que les bonnes solutions, elles ne viennent pas toujours des chefs de service. On fonctionne en mode challenge. On ne parle pas de projet, on parle souvent de nouvelles aventures. On a arrêté les notes, parce que les notes, c'est pénible. On n'est pas là pour faire de la littérature, là, on fait des fiches actions. C'est beaucoup plus court. Les élus, ils sont habitués, ils n'ont rien dit, donc je continue. Et ça leur permet d'aller directement à l'information, parce que dans une fiche action, il y a calendrier, budget, équipe, contexte, objectif, il y a tout. Et on n'est pas obligé d'en faire des pages et des pages. Du coup, ça fait gagner du temps à tout le monde. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Oui, dernière chose, et très importante, ce matin, il a souvent été opposé les résistants et les innovants. Alors moi, je tiendrais à apporter une nuance à ça, parce que pendant longtemps, j'ai cru que les résistants étaient là pour me casser les pieds et m'empêcher d'avancer. Et je me suis aperçue il y a très très peu de temps qu'il y a un intérêt dans cette résistance. D'abord, parce que de la contrainte naît la créativité. Ça, c'est la première raison. Plus on est contraint et plus on va chercher des solutions innovantes. Il ne faut pas trop non plus, parce qu'au bout d'un moment, ça l'étouffe. Mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Deuxièmement, parce que dans toute organisation, il nous faut les développeurs et les gardiens de la matrice. Et je crois que si on ne les a pas, on peut pas, on parle de libération, mais il faut aussi du cadre en tout et en toute chose. Et on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour sécuriser. On a besoin d'eux pour nous raccrocher au sol régulièrement. On a besoin d'eux pour... tout simplement pour nous éviter de partir trop haut ou trop loin.
et de nous ramener à des réalités qui sont nécessaires. Voilà. Je les ai dans la salle avec moi, c'est pour ça que j'en parle. Je voudrais bien qu'ils me prennent au retour dans la voiture avec eux, et je les remercie de leur patience à mon égard. Mais c'est important de le dire, je crois, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Voilà. Merci Madame Solé. Une dernière intervention de praticien avant Pierre Marin. Philippe Alors, Lejeune. Simplement, c'est parti. Mais c'est pas grave. Non, je peux Non, revenir. simplement vous expliquer pourquoi j'ai changé d'identité temporairement, là, puisque vous voyez que je suis la directrice générale des services. Ah oui, c'est la parité. Je voulais de la De parité. la ville d'Annemasse. Alors, je pensais effectivement que c'était un clin d'œil pour essayer de rétablir une parité dans cette table ronde. Elle y était dans d'autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, mais... c'est la parfaite illustration de ce qu'est la libération des initiatives des agents dans notre collectivité, puisque la personne qui a porté la ville d'Annemasse à être candidate ou à dire « Ok, on viendra », c'est ma collègue, Essia, DGA, et qui après est venue me dire « Philippe, je nous ai inscrits, mais je ne pourrais pas y aller, donc il faut que tu y ailles ». D'où l'inscription au départ de DGA. Alors qu'il est en vacances, quand même. Voilà. Blague à part, Annemasse, ville de 35 000 habitants, 700 agents, commune de Haute-Savoie, à la frontière suisse, puisqu'on est tout à côté de Genève. Alors moi, je vais vous raconter notre histoire d'entreprise libérée de collectivité libérante, qui est une initiative qui a démarré il y a 3 ans. Initialement, elle était portée par la ville d'Annemasse et Annemasse Agglo. Alors, pour une raison assez simple, c'est qu'à cette époque, j'étais DGS mutualisé. Et en fait, on s'est constitué un groupe de 3, un DGS mutualisé, un DGA mutualisé et une DGA ville. Et puis au fil du temps, notamment quand moi j'ai repris mes fonctions de DGS à la ville, c'est une démarche que la ville a continué à porter seule, puisqu'il n'y a pas eu de relais côté Agglo. Alors, point de départ en 2016. Eh bien, je remercie les laboratoires de l'innovation managériale de la ATF, puisque c'est eux qui nous ont incités à nous dire, tiens, ils initient une démarche d'expérimentation de nouveaux modes managériaux, qu'est-ce qu'on aurait à tester? Voilà, donc on réfléchit un petit peu, et puis dans ce qu'on lisait, dans ce qu'on entendait, on entendait parler de l'entreprise libérée, qui était à la fois une nouveauté managériale, il y avait vraiment des pros et des antis. Et on s'est dit, s'il y a des pros et des antis, c'est qu'il y a un sujet. Et en plus, un sujet assez intéressant dans le secteur public, puisque le statut de la fonction publique est construit sur le devoir d'obéissance, et il nous semblait que c'était un peu antinomique. Alors, qui est impliqué? Je ne dis pas, on était 3 pilotes au départ. Je reviendrai sur le fait qu'on a démarré avec un groupe de 15 agents, et puis potentiellement tous les agents à terme pour s'engager dans la démarche. Le projet, c'était s'inspirer et non pas reproduire des expériences d'entreprises libérées. Et c'était aussi très clairement de dire que les cadres, il fallait les repositionner en soutien de leurs agents de terrain pour que ces agents de terrain soient responsabilisés dans la recherche de solutions sans lourdeur de procédure. Voilà, ça c'était l'ambition de départ. Et puis, plus globalement, ce qu'on voulait faire à terme, c'était libérer les initiatives des agents, repositionner le rôle des encadrants, faire travailler ensemble agents de la ville et de l'agglo, gagner en efficacité collective, rendre l'administration plus agile, favoriser un climat de bien-être, source de productivité des agents et d'attractivité au recrutement. On a un vrai problème d'attractivité à Annemasse pour des raisons de cherté de vie et de fidélisation de nos agents qui ont très envie d'aller travailler de l'autre côté de la frontière, puisque avec le taux de change, ils ont des salaires qui font la bascule de 2,5 fois, 3 fois le montant d'un salaire français. Alors, on démarre en février 2016 où on cadre la démarche avec l'aide d'un consultant. Et on démarre avec 15 volontaires. Alors, on les a appelés volontaires, je dois quand même avouer qu'on est allé les chercher. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé ça des volontaires pressentis. On est allé les chercher en leur disant, vous venez à une seule réunion. Si à la fin de cette première réunion, vous voulez quitter le bateau, vous quittez le bateau. Et vous pourrez quitter le bateau à tout moment. La seule chose qu'on vous demande, c'est que vous nous expliquiez pourquoi vous quittez le bateau. Parce que nous, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Personne n'a quitté le bateau. On leur pose 3 questions. On leur avait envoyé avant de la documentation justement sur pourquoi c'est bien l'entreprise libérée, pourquoi ça craint. Et on leur pose 3 questions. C'est quoi une entreprise libérée? Aujourd'hui, comment je vois ma collectivité? Et comment ma collectivité pourrait devenir libérante? Alors en termes de sémantique, on a choisi cette notion de collectivité libérante et non pas libérée,
parce qu'on trouvait qu'il y avait un paradoxe fondamental consistant à dire, finalement, si on libère une collectivité, ça veut dire qu'il y a un libérateur. Et s'il y a un libérateur, c'est un peu paradoxal qu'il se mette là sur une estrade, mettons ici, et qui dit « je vous ordonne d'être libre ». Voilà, donc on s'est dit qu'on allait plutôt créer les conditions pour que les gens trouvent la possibilité de se libérer progressivement ou d'exprimer leurs initiatives. Et c'est pour ça qu'on a choisi la sémantique libérante. En mai, donc vous voyez, on démarre début d'année, mai, de juin à septembre. Alors oui, c'est 2 heures de réunion où on recueille de la matière là, sur les 3 questions. On retravaille cette matière en 2 fois 2 heures de réunion, toujours avec les 15 volontaires, et on aboutit à un référentiel managérial basé sur 7 principes. Je ne les détaillerai pas ici, mais les principes, c'est bienveillance, transparence, coproduire, enfin bon, des choses qu'on retrouve, mais qui sont parties des 3 questions et où on aboutit à notre référentiel. Et puis très très vite, on veut partir sur des situations concrètes. Ah oui, j'ai oublié de parler de la méthodologie. C'est vrai que la méthodologie, parce je vous ai fait enlever quelques diapos. La méthodologie, on a fait le choix non pas d'une réflexion descendante qui petit à petit ruissellerait par tous les niveaux hiérarchiques, non pas une réflexion qui démarrerait partout, parce que 700 agents, ça fait du monde, mais de se dire on va aller par des situations très très concrètes. On va aller, alors j'ai entendu ce matin, infuser, diffuser, c'est quand même mieux que transfuser et perfuser, mais infuser, diffuser. Nous, on a parlé d'essaimage et de pragmatisme. On va partir sur des situations très concrètes, on va les traiter en mode, en fonction de notre référentiel, en mode collectivité libérante, et petit à petit, ça fera tache d'huile. On choisit 2 situations qu'on a appelées des irritants, 2 parmi 20 ou 25 qu'on avait identifiés, pour tester effectivement ces 7 principes. Les 2, c'est très très banal. Comment permettre à l'accueil de renseigner efficacement l'usager? Comment accueillir et intégrer un agent pour qu'il comprenne mieux le sens de son travail? Ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le contenu des actions qui en découleront, c'est plutôt la façon dont les personnes ont souhaité travailler. C'est-à-dire que pour les nouveaux agents, ils sont allés rencontrer, effectivement, et ils ont questionné les 50 derniers agents nouvellement arrivés pour leur dire comment vous avez vécu et qu'est-ce qui vous a manqué. Et pour les agents d'accueil, comment vous pouvez, vous, en tant qu'agent d'accueil, renseigner efficacement l'usager, de quoi vous avez besoin. Il y a eu un travail de fait avec les 100 agents d'accueil, ville et agglo. On lance les 2 groupes de travail en janvier 2017. Alors là, je mets un petit clin d'œil, clignotant, parce qu'on était sur la lancée, on partait, et le petit clignotant, c'est le schéma d'après, c'est qu'il y a des chefs qui commencent à nous dire « Dis donc, vous lancez une démarche, là, c'est bien, mais moi, je ne sais plus à quoi je sers. D'où, effectivement, il semblerait qu'il y ait des réunions qui se montent dans notre dos, des réunions de chefs anonymes qui vivent très très mal la situation. Et on se dit, on va rectifier le tir. Et donc, on lance une formation de l'ensemble des managers. C'est la branche qui démarre, avril, toute l'année 2017. Formation des 105 encadrants, de l'agent de maîtrise au directeur général, dans des groupes de 12, de tout niveau hiérarchique confondus. Et on a 4 jours de socle managérial commun, non pas pour nous former à l'entreprise libérée, parce que par définition on est en train de construire notre propre modèle, mais à nous donner des outils pour manager nos équipes, pour manager nos équipes, avec en toile de fond effectivement toute la philosophie de l'entreprise libérée, qui est celle du pari de la confiance. Enfin, c'est-à-dire que, j'ai oublié d'en parler, mais la conviction qu'on essaye de déployer depuis le début, c'est oser le pari de la confiance envers le pouvoir d'agir de chacun des agents. En fait, il se trouve que chacun d'entre nous, enfin chacun de nos agents, sommes des adultes responsables dans la vie de tous les jours. Et on se dit qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de bol, qu'on puisse rester des adultes responsables en milieu professionnel. Voilà. Et que ça vaut le coup peut-être effectivement d'oser faire le pari de la confiance, parce que c'est le pire qui puisse nous arriver, quoi. Donc on fait cette formation de 4 jours. À la fin de l'année 2018, on recapitalise avec les 105 encadrants pour en tirer un bilan, pour tirer d'autres pistes d'action. Pendant le même temps, les groupes produisent, à la fois sur l'accueil de l'usager, sur l'accueil d'un nouvel agent. Je ne reviens pas sur les productions.
encore une fois, ce qui est plutôt intéressant, c'est la façon dont elles étaient produites. Il y a effectivement des foires aux questions, on commence à voir aussi des choses qui sont visibles. La demi-journée d'accueil des nouveaux agents, par exemple, se déroule dans un escape game, avec 2 temps dans la matinée, un temps d'escape game, pour montrer que la coopération est nécessaire, quel que soit le niveau qu'on occupe dans la collectivité, quel que soit le service, et un temps d'atelier de créativité, où en 3/4 d'heure, les agents alors qu'ils ne se connaissent pas, les agents sont mis en situation de produire quelque chose avec une méthodologie d'intelligence collective pour faire la démonstration que, avec des outils bien faits, avec un bon processus, finalement, on peut, sur un sujet qu'on ne connaît pas, on est capable de créer en 1 heure de temps. Formation pour les agents d'accueil, c'est en cours. Alors, vous allez me dire, là pour l'instant, c'est très... on avait aussi lancé une enquête usagée, parce qu'on voulait améliorer la qualité de l'accueil, donc on a lancé une enquête usagée. On a relancé 5 nouveaux groupes de travail sur cultiver le positif, sur comment là-haut, ils peuvent... Enfin, c'était le titre d'ailleurs du groupe de travail. Comment là-haut, ils peuvent se rendre compte de ce qui se passe réellement sur le terrain et en tenir compte quand ils prennent des décisions. Voilà, donc c'est un des groupes de travail qui est en train de phosphorer. Alors j'insiste là-dessus, la démarche elle a démarré en 2016, mai-juin 2018, on partage avec les élus et les syndicats. On avait décidé de démarrer de façon pragmatique et partage d'huile. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu à ce moment-là, fin 2017, on a eu à ce moment-là des questions des élus, des questions des organisations syndicales en disant « il semblerait quelque chose qui se passe dans la collectivité, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus ?» Pas de problème, on va vous faire une formation. Et du coup, j'ai eu à conduire d'autres démarches de changement dans le précédent poste. On a gagné beaucoup de temps en faisant comme ça. On a gagné beaucoup de temps. J'entendais ce matin qu'on disait que c'était bien qu'il soit porteur quelque part en amont. Comme on voulait très très vite aller sur du concret, je pense qu'on a gagné beaucoup de temps et que ça a été plus facile de convaincre à ce moment-là en ayant du concret sur voilà comment on a travaillé. Et le fait que ce soit les élus et les syndicats qui viennent interpeller les porteurs montrait à l'évidence qu'il se passait quelque chose. On va terminer. Alors tout le reste, c'est des initiatives qui sont non labellisées, entre guillemets, c'est-à-dire des initiatives qui se prennent ici ou là. Un responsable d'équipement de petite enfance qui n'est plus là, l'équipe vient nous voir en disant « c'est pas la peine de le remplacer pendant 6 mois ou de la remplacer, on va nous assurer l'intérim, mais on demande au N+2 de jouer tel rôle, tel rôle, tel rôle. » Voilà. Repenser une organisation d'une bibliothèque, c'est assez... Il y avait un budget dédié sur des anciens locaux qui a été complètement pris en main par l'équipe de façon très très horizontale, donc avec les responsables et les agents de bibliothèque. Ils ont repensé complètement les travaux à faire. Je vais à la conclusion. Sans dépasser le budget, la fréquentation de la bibliothèque a augmenté de 70%. Alors, ce qu'en disent les managers, puisque on était sur l'innovation managériale, moi j'avais compris, c'est qu'il y a des réussites qui sont appréciées. On nous dit, les managers nous disent qu'il y a une vraie capacité d'innovation, car les solutions qui maintenant émergent sont riches, car elles sont adaptées au terrain, puisqu'elles émanent du terrain. Qu'il y a des agents qui sont plus valorisés et motivés, qu'il y a des talents qui se révèlent, qu'on perçoit des décloisonnements horizontaux, verticaux, qui favorisent la coopération. C'est des citations que je prends dans des réunions. Cela permet de recoller la tête et les jambes. Ce qui a été très apprécié, c'est la mixité des profils d'encadrants pendant les formations. C'est-à-dire que des agents de maîtrise puissent être dans le même groupe que le directeur général des services, même si tout le monde craignait, surtout les formateurs, ça a été très intéressant pour tout le monde. Alors il y a des doutes sur le sens global de la démarche. On nous dit, est-ce que c'est vraiment de la libération? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est de l'appel à la désobéissance? Donc les fameux managers qui perdent un peu le sens de leur travail. Sur le paradoxe de son imposition, je le disais tout à l'heure, je vous ordonne d'être libre. Sur son inadaptation à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire qu'on nous dit, c'est bien, mais pour aller plus loin, il faudrait qu'on puisse se libérer du statut, ce que je ne pense pas. Sur la plus grande efficacité de la structure, est-ce que le fait de pouvoir expérimenter, ça fait partie des valeurs, tester et avoir le droit à l'erreur, est-ce que l'expérimentation n'entraîne pas de désorganisation?
Et sur la responsabilité des agents, la responsabilisation, ça c'est l'éternel truc, vous savez, tous ne sont pas prêts à jouer le jeu. Moi je suis prêt à jouer le jeu, mais les agents ne sont pas prêts, les élus ne sont pas prêts. Et bien là on nous dit aussi que tous les agents ne sont pas prêts à jouer le jeu. Sur le nouveau rôle des managers, ben, je n'y reviens pas, il y en a qui vivent ça comme une délégitimation. Il y a quand même une modification de posture à faire comprendre qui n'est pas simple. C'est-à-dire que la légitimité, elle n'est plus assise sur l'expertise ou sur la place dans l'organigramme, mais sur la capacité à accompagner et à faire confiance. Et puis, à changer de paradigme aussi sur... C'est pas une question de directif ou participatif. On n'est pas dans du management participatif, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement différent, c'est-à-dire que les cadres, nous nous mettons au service de nos équipes. On a des précisions à apporter sur qui décide au bout du compte, qui prend la responsabilité. C'est bien de pouvoir expérimenter, c'est bien de nous laisser la possibilité de faire. Si on se plante, qui c'est qui se fait engueuler? Et puis si on a des doutes, qui est-ce qui décide? Voilà, donc il y a encore des zones de clarification. Et puis on est interpellé, moi je trouve que c'est bon signe, on est interpellé sur le fait que maintenant il faut venir déblayer le terrain. C'est-à-dire que des encadrants qui sont à des niveaux N-3, N-4 par rapport à moi, viennent nous interpeller en disant « Nous, maintenant, si vous n'avez pas déblayé le terrain, alors déblayer le terrain, c'est soit en dessous, soit en dessus, eh ben, on ne pourra pas avancer. Donc il faut qu'on aille maintenant régler quelques situations individuelles ou quelques situations organisationnelles qui ne favorisent pas le déploiement de la démarche. » Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Lejeune. Pour terminer, Pierre, pour apporter un regard un peu plus universitaire sur cette démarche de management libéré. Oui, merci. Donc, rebonjour. Je m'excuse de vous imposer ma présence à nouveau. Sur ça, et merci aux intervenants d'avoir repris un certain nombre d'éléments qui étaient dans ma présentation pour que je puisse aller plus vite, du coup. On en entend beaucoup parler et finalement, qu'est-ce que c'est exactement que ce management libéré? Parce que ce qui a été présenté, ça marche pas ce bidule, c'est plutôt une libération partielle ou en tout cas un changement de mode de management qui a été présenté. Et quelque part, c'est un petit peu l'idée de base qui est présentée par Isaiah Getz, auquel on se réfère toujours quand on parle de management libéré, dans la mesure où c'est surtout lui qui a écrit, ou en tout cas qui est connu pour avoir écrit sur le management libéré. Et vous avez beaucoup parlé des dirigeants, des managers, du positionnement, et on parle de salariés dans le privé, on parlerait d'agents dans le public, pour construire un environnement dans lequel ces derniers se motivent. Et c'était un petit peu ce qui a été présenté dans le cadre d'Inès en particulier, c'est comment je fais pour rendre ou amener encore plus de motivation à construire, à générer un service public qui soit de qualité, alors que je suis dans un contexte qui est quand même pas forcément favorable pour faire plus. Vous disiez faire mieux avec moins, et l'idée c'est pas de faire mieux avec moins, c'est de faire mieux tous ensemble. Et j'ai bien aimé l'expression tout à l'heure. Donc nous, ce qui nous intéresse quand on parle de management libéré, c'est déjà parce que nous, on voit que ces pratiques qui sont dites innovantes, il existe un lien entre la production de l'innovation et bien sûr la performance, mais aussi l'innovation et le mode de management qui va être mis en place. Alors c'est pas parce que je vais mettre un mode de management particulier que je vais générer de la performance, mais c'est parce que je vais vouloir atteindre une certaine performance. Ça va être un des leviers de l'atteinte de cette performance que de penser au mode de management, de penser au processus par lequel je vais générer cette performance. Et un des leviers, c'est de revoir le mode de management, et c'est de le revoir, là c'est plutôt Gilbert et d'autres auteurs qui parlent de ça, c'est aussi de le revoir au regard de la population qui entre aujourd'hui dans les collectivités. Vous parliez du gap entre quelqu'un qui a 66 ans et quelqu'un qui a 18 ans dans l'animation. Effectivement, là, il y a un gap. Alors, pas toujours, parce que vous allez avoir quelqu'un qui va très bien s'adapter avec un public jeune et avec des collègues jeunes. Et souvent, quand même, on va retrouver ce gap-là. Puis c'est aussi accepter, et ça, je le dis régulièrement dans des formations, c'est accepter que la génération qui va rentrer aujourd'hui dans
dans les tuyaux, dans l'administration, mais c'est une génération qui a des attentes très particulières de transversalité, mais sans avoir atteint l'ensemble des codes. C'est aussi ce que vous évoquiez tout à l'heure, et sans les avoir tous, mais en souhaitant changer de mode de travail, en s'exprimant, et surtout en se disant « moi je me sens pas bien ici, alors je m'en vais ». Et là on le constate depuis 2-3 ans, c'est un constat que je fais dans le cadre de mes fonctions avec le suivi des alumni de notre école, c'est que on a beau avoir des CDI, on a beau avoir un beau poste, mais on va dire non mais moi ici non, ça va pas le faire, je me sens pas bien. Non, moi le poste chez Carrefour je vais pas le prendre parce que je préfère aller dans la start-up qui est là, parce que on va me permettre de m'exprimer, je vais pouvoir innover et faire des choses. Alors c'est là où on voit que dans les leviers, le salaire n'est pas le seul, parce que dans une start-up, c'est quand même moins bien a priori que chez Carrefour. Nous, on regarde aussi dans les variables, quelles vont être les variables qui vont servir et être utiles dans la libération du management. Et on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est une notion de responsabilisation et d'autonomie. Comment je vais permettre à la fois de donner de l'autonomie, mais aussi derrière de demander une certaine forme de reddition des comptes, parce que je vais être responsable de mon action. Et derrière, pour générer un minimum de motivation. On parlait aussi du leadership, de l'importance du leadership et de libérer, de transformer en tout cas le rôle du leader dans l'organisation. C'est-à-dire, et on le voyait encore une fois tout à l'heure dans les exemples qui étaient donnés, c'est de transformer le rôle de l'administrateur ou du gestionnaire dans un rôle d'accompagnement et plus dans un rôle uniquement parfois de contrôle ou de vérification du travail qui avait été fait. Et ça rejoint des notions aussi de laisser faire et surtout de délégation, c'est-à-dire de laisser faire sans se dire que si je l'avais fait moi, ça aurait été fait différemment. Oui, ça aurait été différemment, peut-être plus vite, mais puisque c'est différent, c'est là où il va y avoir un intérêt particulier. Ensuite, vous en avez tous parlé, du sentiment de justice organisationnelle. On va être traité de la même façon, on l'a vu dans les chartes de management. C'est comment moi je suis considéré et quelle est la justice que je retrouve derrière dans le traitement de ma propre situation, dans mon engagement, dans ma fonction. Et puis le climat organisationnel, c'est améliorer le climat organisationnel en faisant tomber un certain nombre, ou en tout cas en faisant tomber un petit peu le carcan qu'on trouve dans un certain nombre de collectivités locales. Alors, merci. Et des variables qui sont, elles, plutôt organisationnelles, avec le passage, je l'évoquais, d'un mode de contrôle vers plutôt un pilotage, c'est-à-dire qu'un pilotage d'ensemble, avec des valeurs, je me suis noté pendant que vous parliez, c'est pas libérer, plus avoir de chef et puis chacun fait ce qu'il veut en apportant sa pierre à l'édifice, mais il y a un plan quand même. C'est-à-dire que j'ai une structure, je vois à peu près la maison que j'ai envie de construire ou je vois à peu près le château que j'ai envie de construire. Ça veut dire partager des valeurs, on l'a vu dans les chartes managériales, mais ça veut dire aussi partager une vision commune. Parce que si on n'arrive pas à partager cette vision commune, c'est sûr que chacun peut travailler dans son coin, il n'y a pas de problème. Mais au final, il n'y a plus de cohérence d'ensemble et le service public qu'on va rendre, parce qu'il faut aussi penser à ce service public qui est rendu, parce qu'il y a une attente, il va être la plupart du temps incohérent puisqu'on n'aura pas réussi à faire ça. Donc, ça ne veut pas dire supprimer le collectif, ça veut dire le transformer en permettant à chacun de s'exprimer, à construire collectivement un certain nombre de processus, de politiques publiques ou de services. C'est des notions de gouvernance participative, je l'ai évoqué dans la première table ronde, mais à nouveau ici, nous on s'intéresse à ces notions de gouvernance participative, d'intégration bien sûr de l'ensemble des agents dans les groupes de travail, mais aussi de la population, pour aller définir un certain nombre de services publics. On retrouve des notions de design thinking qu'on évoquait dans la première table ronde. C'est passer d'une bureaucratie qui est plutôt verticale à une certaine horizontalité à travers de la gestion de projet. Et là, c'est cassé aussi, on parlait aussi de tubes, on parlait de l'orgue ce matin, c'est de réussir à faire de la musique, mais sans se poser la question du tube qui est actionné pour que ça fasse une belle mélodie, c'est réussir à jouer toutes les notes ensemble. Et puis, sur les processus organisationnels et l'apprentissage organisationnel, c'est comment aussi on arrive à générer de l'apprentissage en ayant chacun la volonté, le souhait de pouvoir être libéré, de travailler différemment. Ça ne veut pas dire que les processus vont disparaître, ça veut dire qu'ils vont être transformés et ça veut dire qu'on va générer de l'apprentissage organisationnel. Mon collègue Christophe Favoreux évoquait cette notion-là tout à l'heure, dans l'organisation de manière différente et on va emmagasiner des compétences nouvelles, on va emmagasiner des connaissances nouvelles.
Sur les modalités, je vois que David me fait accélérer, donc je vais parler encore plus vite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments clés. J'ai évoqué le processus de changement, un processus de changement structuré. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas décréter, vous l'évoquiez tout à l'heure, on va changer, soyez libre. C'est pas vive le Québec libre, là, quand on arrive dans la collectivité pour mettre ça en place. C'est, voilà, on va s'y mettre ensemble. Alors, il va y avoir des volontaires, comment vous avez dit non, vous n'avez pas dit désignés. Pressentis, j'ai trouvé que c'était encore plus vicieux. Donc des pressentis, on va le garder celui-là. Mais on va avoir un processus, c'est-à-dire qu'on va savoir où on veut à peu près aller et je vais communiquer, associer, avoir vraiment l'appui de la hiérarchie pour pouvoir transformer. C'est repenser le rôle des managers et ça veut dire aussi former ensemble les managers qui vont changer de leur rôle d'administrateur à pilote et enlever un certain nombre de fonctions de contrôle qui apparaissent comme inutiles. Sur la pointeuse à 8h01 et pas à 8h05 par exemple, sur le contrôle d'un certain nombre de petites choses comme ça qui sont des irritants, moi j'appelle ça des irritants du quotidien, et qui tombent assez facilement quand on réunit la première fois l'équipe et ils disent mais qu'est-ce qui te bloque dans ton travail ? Il y a ça, parce qu'on m'empêche d'arriver à 8h10 alors que ça gênerait personne si j'arrivais à 8h10, parce qu'on est dans ce système un petit peu figé, donc ça suppose de repenser ça. De recréer de l'autonomie dans des petits groupes qui peuvent travailler ensemble. Vous évoquez, constitue ton projet. C'est exactement ça. Voilà, tu veux faire ça, ok, va créer ton projet, va chercher un groupe, travailler de manière autonome et puis on en reparle quand ça a avancé. C'est entraîner la participation, c'est de la démocratisation de l'innovation. Et derrière, l'utilisation, et je le voyais dans l'ensemble des photos qui ont été diffusées, c'est l'utilisation de pratiques innovantes ou en tout cas différentes. Parce que la première fois où vous mettez des gens face à une pile, je l'ai fait par exemple avec non pas des étudiants, mais pas des personnels administratifs, mais des étudiants face à une pile de magazines, et puis en leur demandant allez chercher là-dedans, racontez-moi votre vie avec des images de gala, voici VSD, avec des mots. Ça met une bonne heure avant de se dire allez on y va, j'ose découper le magazine. Déjà rien que ça, découper le magazine, vous vous rendez pas compte, VSD. Très important. Donc, c'est ce qu'on va chercher derrière, c'est travailler sur ces pratiques innovantes qui sont un levier de l'innovation et qui sont un levier de la performance derrière qu'on va vouloir générer dans l'organisation. Alors, pour faire vite et pour conclure, les impacts qu'on analyse aujourd'hui et qu'on observe, c'est que finalement, il faut repenser collectivement et passer du contrôle au pilotage, mais ça, finalement, on a l'impression qu'on le redit parce que ça fait 30 ans, moi je vois la littérature depuis plus de 30 ans qui dit qu'il faut absolument qu'on arrive sur du pilotage. Oui, mais il faut réussir à déterminer cette vision collective. Comment on va faire pour la déterminer ? Parce qu'on va se mettre autour d'une table et qu'on va laisser tout le monde parler. C'est redonner du sens au travail, ça a été évoqué à plusieurs reprises, aujourd'hui je l'ai entendu, mais c'est essentiel, c'est plus F2 entrée. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être des jeunes que vous allez pouvoir recruter dans vos collectivités que ça ne va pas déranger, mais il y en a un paquet qui vont dire « mais je ne comprends rien de ce qu'ils font là-dedans ». C'est nul, et ça ne va pas marcher. Et faire du lien entre les agents et les parties prenantes. Et c'est se servir aussi des agents comme des leviers aussi d'analyse et de compréhension de la population, parce que la plupart du temps, ce sont eux qui sont au contact de la population et qui connaissent les évolutions à apporter sur leur métier et en tout cas sur le service à rendre. Mais derrière, bien sûr, on a quelques limites, elles ont été évoquées, parce qu'on passe pour Madame Bisounours, parce que tout d'un coup, les syndicats qui disent « attendez, vous allez peut-être nous expliquer ce que vous faites, parce que là, vous allez passer sur un mode non plus d'horaire, mais d'objectifs ». Et donc ça fait peur, parce que s'il n'y a plus d'horaire et qu'il n'y a plus que des objectifs, on peut exploser les heures. Mais c'est aussi le choix de l'agent, et le choix de l'agent, ça va aussi avec la possibilité de l'agent de dire non. Et qu'en face, on accepte que l'agent dise non parce qu'il y en a trop. Donc ça aussi, c'est des éléments de transformation de l'action publique. Et on va aller chercher ailleurs que la rémunération, parce que vous l'aurez constaté, les leviers à actionner pour augmenter ou diminuer parfois, pourquoi pas, la rémunération, c'est pas possible, contrairement à si vous regardez les exemples d'entreprises libérées, Poult, Chronoflex, la première réflexion, c'est on partage le gâteau. Là, le gâteau, j'ai vu que la cerise était dedans dans la première table ronde, mais il ne reste plus que les noyaux, donc ça va... Mais voyons le côté positif, avec les noyaux, je peux replanter un cerisier. Donc il faut... Je l'ai trouvé à l'instant, en fin de journée, c'est pas mal. Il
Il faut donc rechercher ailleurs, reconnaissance, sens au travail, justice organisationnelle, autant de leviers qui sont activés pour donner du sens et pour permettre la libération de l'organisation. Et une des critiques majeures qu'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, et là en vous écoutant, je me dis c'est encore jeune tout ça, est-ce que ça va pouvoir aller plus loin? Parce que on est à presque 1000 ans de bon fonctionnement de l'administration, bien rigide, bien droite. Est-ce que ce qui est présenté aujourd'hui, ça va tenir plus que 10 ans? Et ça, on ne le sait pas encore, donc c'est difficile de prouver que ce qui est fait aujourd'hui pourra marcher. Et je conclurai sur une analyse qu'on a fait déjà depuis plusieurs années sur les déviances, dont j'ai aussi déjà parlé tout à l'heure. Les déviances potentielles de la démarche, elles sont positives, c'est-à-dire qu'il se passe des choses qu'on n'avait pas attendues dans l'organisation. Tiens, on met en place le projet et tout d'un coup, il y a un collègue qui dit « mais tiens, moi je ne suis pas formé sur ça, je pourrais aller faire un master, par exemple MPCL, Management Public Local, à l'Université de Pau parce que ça m'a bien plu. Tiens, pourquoi pas, ça pourrait être une déviance des EIT d'aujourd'hui. » Donc positive. Et puis ça pourrait être des déviances aussi négatives de personnes qui vont se cacher derrière les autres, de personnes qui vont attendre que le travail soit fait parce que oui, il n'y a plus de contrôle, je vais me cacher derrière l'autre. Et là, la régulation du groupe, ça fait aussi peser sur le groupe le contrôle et l'autocontrôle, ce qui peut être difficile à vivre pour les agents. Et c'est pour ça qu'un accompagnement dans le temps, ça se fait, je répète, que dans les collectivités, quand on met en place quelque chose, David disait tout à l'heure, on veut passer de 0 à 100, tout de suite, on veut tout transformer. Il faut se laisser le temps parce que parfois, ça prend 5, 8, 10 ans, on le voit sur certaines pratiques avec des collectivités avec lesquelles on travaille, pour que ça mature, pour que ça fonctionne et puis qu'en fait, ça rentre. Et je terminerai sur ça, dans les routines organisationnelles au sens de Lewin, de recristalliser sur des choses qui ont été transformées. Merci Pierre. Quelques questions pour terminer avant qu'on clôture avec nos 2 directeurs généraux de service qui vont intervenir pour faire une synthèse de cette journée. Madame Chamien. Merci beaucoup. Je suis très intéressée par ce sujet parce que c'est la prochaine étape à la région Île-de-France, donc j'écoute attentivement. J'avais une question pour celles et ceux qui ont testé un peu le management libéré, même si vous ne l'appelez pas comme ça. Est-ce qu'il y a eu déjà des conséquences réelles sur la gestion d'équipe, sur l'organisation de vos équipes? Pour être plus clair, est-ce que vous avez déjà supprimé des strates managériales pour de vrai? Monsieur Admas, vous avez dit que temporairement vous l'avez fait, mais je ne sais pas si finalement les personnes ont été remplacées. Et 2, est-ce qu'il y a eu des tests avec certains process RH qui sont quand même très normés, comme l'entretien professionnel, voilà, ou par exemple l'embauche d'un nouveau collaborateur? Est-ce que vous avez testé des choses où c'est l'équipe qui choisit, qui intègre l'équipe, c'est l'équipe qui évalue, etc. Parce que ça me paraît quand même être un aboutissement et en même temps assez compliqué au vu du statut. Je vous remercie. Alors, sur les suppressions de strates, nous, oui, on l'a fait, 2 strates, une strate de direction et une strate de chef de service. Les 4 postes qui ont été supprimés ont été réinvestis en 3 postes de coordination. Donc ça existe, pour l'instant ça marche, après je rejoins, il faut voir la maturité, est-ce que ça marchera longtemps, est-ce que ça pèse sur les personnes qui sont présentes. Sur l'entretien professionnel, c'est un petit peu compliqué parce que c'est extrêmement normé et ça peut ouvrir à des difficultés si jamais il y a contestation d'entretien professionnel, donc nous n'y sommes pas allés. Et sur les entretiens de recrutement, oui, nous y sommes sur certains secteurs où il y a la maturité pour le faire, où en fait c'est très particulier à Cornebarieux. Déjà, il n'y a jamais d'élu dans les entretiens de recrutement, il y a toujours quelqu'un qui représente les ressources humaines, quelqu'un qui représente le pôle et quelqu'un qui représente le directeur général des services, parce que moi j'y vais pas forcément. Et il m'est arrivé les 2 dernières fois de nommer en tant que représentant un membre de l'équipe. Un masse peut-être. L'inversion n'en est pas encore là, c'est-à-dire que le plus difficile, c'est déjà d'amener à comprendre qu'il y a des choses qui changent. Mais le fait de rendre possible une évaluation montante, si je reprends, on a tenté, on a des outils qu'on a mis à disposition, que moi j'ai mis à disposition, par exemple des gens que j'encadre. Certains m'ont dit j'ose pas, je suis pas fait pour ça. C'est pas prévu pour ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi un peu de temps pour ça. Pour les recrutements, il y a des choses qui se font. Alors pas totalement l'équipe de A à Z, mais il y a un temps où
la shortlist rencontre l'équipe et le débrief se fait après collectivement avec l'équipe et le N+1 pour savoir comment ça va se passer. Et bien évidemment, tout le monde est d'accord avec le N+1. Non, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, il y a consensus qui se dégage après. Ouais. Pour ma part, j'ai pas de strat parce que j'ai créé le pôle, il n'existait pas. En revanche, aujourd'hui, j'intègre un nouveau pôle puisqu'il y a une fusion. Et il se trouve que ce pôle était structuré très verticalement et je suis en train de réfléchir à remettre les choses de façon beaucoup plus horizontale. Ils ne le savent pas encore. Donc. Pour les entretiens annuels d'évaluation, il se passe en 2 temps. Et on commence à faire l'entretien et on finit toujours sur OK, par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport aux objectifs qu'on a fixés, qu'est-ce que tu attends de moi? Dis-moi. Qu'est-ce qui a pêché sur l'année passée et comment on rétablit le binôme conforme. Voilà. Donc, en quoi tu as besoin de moi pour t'accompagner sur tes projets, en quoi tu as besoin de ma présence. Voilà. Et du coup, en général, ils osent. Et parfois, ça pique un peu d'ailleurs. Il faut être aussi en capacité d'entendre ça. Mais c'est bien parce que voilà, c'est sain. Une autre question? Oui. À nos intervenants. Oui, bonjour, voilà, Cécile Gentil-Guémard, je suis administrateur général de la ville de Fréjus. Alors, tout cela pour vous dire que j'ai beaucoup apprécié cette journée sur le management. C'est vrai aussi qu'elle a beaucoup porté sur le management interne. Or, quand on a des soucis qui concernent de nombreuses collectivités, c'est vrai que là, on est aussi avec le management externe. Et ce n'est pas du tout facile dans la mesure où aujourd'hui, il y a vraiment maintenant un rôle prépondérant au niveau du citoyen. Parce que le citoyen, il prend du pouvoir, un peu trop de pouvoir par moment. Exemple, tout simplement, nous, on a eu le problème des inondations dans le sud. Vous savez très bien que, par exemple, si je prends Fréjus, eh bien, en juin, le 15 juin, 2010, renouvellement en nouveau inondation en novembre 2011. Donc, voilà, inondation dans le sud, parce que quand il pleut, n'est-ce pas? Résultat, eh bien, par exemple, sur Fréjus, 250 entreprises ont dû fermer. Je ne vous dis pas les conséquences au niveau du chômage, je ne dis pas au niveau des conséquences au niveau des assurances qui ne veulent plus assurer les entreprises. Je ne vous dis pas vraiment le remue-ménage au niveau des élus pour dire comment il faut faire, mais l'administration qui arrive en disant attention, il y a l'administration territoriale et l'administration d'État. Il faut il faut respecter les normes, les marchés publics, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, avec cet incendie, comme je peux dire, de Notre-Dame, tout doucement, on est en train de se dire, peut-être que par moment, il ne faut peut-être pas respecter toutes ces normes, parce que l'essentiel, c'est d'aller au plus vite et de rétablir ça. Vraiment, les citoyens, ils en ont marre d'être inondés, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Merci. Donc il n'y avait pas de questions? Non, mais la question, c'est que pour l'instant, tout le monde y travaille. On a créé un syndicat, 74 communes. Les fonds commencent à arriver tout doucement. Mais ce que je peux dire, c'est que l'argent n'est toujours pas canalisé. Chacun fait ce qu'il peut, chacun communique. Mais pour l'instant, ça va arriver. Il n'y a pas de souci. Tout le monde y met de la bonne volonté. Mais à un moment donné, tenons compte du délai de ces actions. Et ça, souvent, on n'y pense pas. On prend un petit peu de temps, mais à un moment, le citoyen ne supporte plus ça. Voilà, merci. Merci. Une question derrière, madame? Ou une observation, je ne sais pas. C'est gentil. Je souhaiterais poser une question à Monsieur Lejeune. Au démarrage de la démarche d'entreprise libérante, il y avait un objectif de rapprochement, en tout cas de confortation ou d'approfondissement de la collaboration et de la coopération entre l'agglomération et la ville-centre. Et si j'ai bien compris, à un moment donné, de DGS mutualisé, vous êtes redevenu DGS seulement de la ville. Donc je me posais la question de savoir si ça avait ouvert une gestion de crise dans le cadre de la démarche initiée. Comment vous aviez fait pour la garantir, la pérenniser à la seule échelle de la ville d'Annemasse? Ça, c'est une première question.
Et la deuxième, quand vous avez réussi à la poursuivre, à la pérenniser, fin 2017, cet essaimage et cette connaissance plus élargie au fur et à mesure de la démarche de libération a fait que ça a suscité des inquiétudes ou en tout cas un regain à l'interne de questionnement, et y compris chez les syndicats. Et vous avez dit, on a mis en place une formation. Donc je me posais en fait, qui nous a fait gagner beaucoup de temps et qui a a priori permis de dépasser certains blocages. J'aurais aimé savoir le type de contenu de cette formation-là. Alors, séparation ville-agglo, je ne vais pas en faire une histoire, mais enfin, 30 ans de... Enfin, ça me rappelle le collègue. Quand j'ai pris mes fonctions en 2014 à Annemasse, le DGS que je remplaçais était là depuis plus de 30 ans. Un an après, le DGS de l'agglo part, plus de 30 ans, après avoir exercé pendant plus de 30 ans. Et le maire-président me demande d'être les deux. Et au bout d'un an, c'est moi qui lui ai demandé, en disant il y a trop de boulot et d'un côté et de l'autre pour passer à autre chose après 30 ans. Voilà. Donc je pense qu'il faut que vous ayez 2 DGS à temps plein. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça que c'est revenu. Et il se trouve qu'il y a eu une succession de DGS depuis à l'agglo et qu'aucun n'a repris le flambeau. Mais moi, j'ai eu aucune difficulté à le reprendre à la ville puisque je ne l'avais pas lâché à la ville en étant mutualisé. Voilà. Donc la pérennité à la ville, elle n'a pas été mise en danger. Et à l'agglo, ben, effectivement, tout le monde s'est un peu mis en stand-by en disant on va voir si le futur ou la future DGS porte la démarche. Voilà. Le nouveau que j'ai rencontré m'a simplement dit j'ai d'autres problématiques managériales et organisationnelles à régler. Peut-être qu'un jour, on repartira ensemble. Voilà. Donc il n'y a pas de crise entre la ville et l'agglo. La deuxième, sur le contenu de la formation, c'est très simple. Les 4 jours de socle de base de formation managériale, j'ai demandé aux formateurs d'en faire un condensé en 1 journée pour les organisations syndicales, en 3 heures pour les élus. Et pour les élus, je leur ai demandé de rajouter ce qu'ils avaient entendu dans les groupes, dans les 12 groupes de 12 encadrants, enfin de 10 encadrants, etc., pour qu'ils renvoient un certain nombre de choses sur où étaient les marges de progression de notre collectivité. Voilà, c'est ce qui s'est fait, qui a généré un débat d'une richesse absolue au sein de l'équipe municipale. Et voilà, tout le monde est ressorti en disant que c'était une démarche vachement bien. Juste ce qui est intéressant dans la réponse, là, c'est que la ville a considéré les élus comme des managers. Et c'est notre position, c'est-à-dire qu'on considère, nous, en tant que chercheurs, que les élus sont les premiers managers de la collectivité. Un manager, c'est d'abord un stratège, c'est un décideur aussi. Qui est stratège et décideur, sinon les élus dans des collectivités? Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye. Alors là, c'est vrai que notre cible d'intervention, c'est plutôt des cadres territoriaux, on le voit aujourd'hui. Il y a quelques élus quand même qui sont venus, je ne sais pas si certains sont partis, Cognac, enfin, on a... Gaillac, Groyer avec qui on travaille, enfin, quelques élus qui sont venus, mais je pense que ça doit être les premiers managers des collectivités. J'avais une question peut-être pour M. Rabaud. Vous avez parlé d'outils intelligence émotionnelle. Je trouvais ça assez intéressant, d'autant que quand on travaille sur la libération du management, on est sur des problématiques qui sont assez comportementales et culturelles. On n'a pas franchement de problématiques instrumentales, là, me semble-t-il. Et vous avez évoqué ces outils comme des outils que vous avez mobilisés. Vous pouvez nous en dire 2 mots de plus? Oui, je peux. Alors, le domaine de l'intelligence émotionnelle, c'est un domaine qui est très très large. Moi, le principe que j'ai utilisé, quand vous travaillez avec des personnes qui ne sont pas vraiment habituées déjà à exprimer une émotion, à être capable de dire je me sens en difficulté, j'ai peur, ou voilà, quelques difficultés que ce soit, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas levé ce problème-là. Mais seulement au premier rendez-vous, à la première réunion, on ne va pas lever le doigt en disant moi je suis perdu, j'ai peur, etc. Ça ne se fait pas comme ça. L'ouverture de parole, elle ne se fait pas au premier moment. Donc il faut aussi laisser le temps. Il y a un petit temps de confiance qui doit s'installer. Il y a un facteur temps qui est incompressible. Et donc on utilise plusieurs types d'outils. Là, je vais vous montrer une petite diapo tout à l'heure, enfin, dans les photos. Là, c'est tout simple, hein, c'est le langage visuel, ce qu'on appelle le photolangage.
Donc en fait, moi j'utilise des jeux de cartes, le Dixit pour ne pas le nommer, hein, qui est un jeu avec des cartes dont chaque image peut être lue sous 1000 formes différentes, hein, c'est un peu son principe. Et donc le but c'est de partir de ça en disant, alors je pose une question, je pars vraiment des questionnements stratégiques du commanditaire, hein, souvent c'est le responsable hiérarchique, et en fonction de sa vision et de ce qu'il souhaite construire, je reformule la question pour leur dire, vous vous sentez comment avec ça ? Et de choisir les cartes qui correspondent pour pouvoir ensuite exprimer pourquoi vous avez choisi cette carte. Alors il y a quelque chose qui est assez magique, c'est que je réussis à faire parler les gens pour faire en sorte qu'ils disent des choses qu'ils n'auraient pas dit autrement. Ils ne me disent pas ce qu'ils ressentent, ils choisissent une carte et ils disent pourquoi ils ont choisi cette carte. Et du coup, ça va les amener à en dire plus que ce qu'ils auraient voulu, mais c'est en totale liberté. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, il y a quelque chose de fondamental que moi je rappelle toujours quand je fais des formations là-dessus, c'est que du coup c'est très très exposant. Quand on affirme quelque chose comme ça, individuellement, c'est très exposant de dire moi je me sens mal avec ça, ou j'ai peur, ou je me sens pas bien, ou je suis en train de tomber. Et donc en fait, la seule réponse qu'on peut dire quand quelqu'un s'exprime, c'est merci. Voilà. Donc après, c'est vrai que ça demande en termes de formation, c'est pour ça qu'on a tenu à former des facilitateurs pour travailler là-dessus, c'est que ça demande quand même de plus en plus de compétences de communication, relationnelle, de communication, pour pouvoir avoir justement ce respect de la personne. Moi, ça ne me dérange plus du tout d'aller creuser, d'aller mettre les gens en danger, même de les pousser pour voir s'ils tombent ou pas, juste pour les déranger, pour voir ce qu'ils disent. Par contre, une fois qu'ils le disent, je leur dis « Ok, merci ». J'ai compris et maintenant on va pouvoir travailler avec ça. Voilà, donc c'est un petit peu ce type de levier. Merci Monsieur Rabot. Une dernière question peut-être dans la salle, avant qu'on ne passe à la clôture sans tarder pour éviter de prendre trop de retard, puisqu'on a 5 minutes de retard. Oui, bonjour. Sabrina Méchin de l'Agglo de Pau. J'avais une question pour Monsieur Rabot. Vous avez évoqué qu'un des piliers, c'était justement les directeurs, qui ne doivent pas être un frein à toutes ces démarches. Et je voulais savoir comment vous avez fait. Excusez-moi, en fait, j'ai pas entendu le premier mot de votre question qui avait l'air important. Est-ce que vous pouvez répéter le début de la question, s'il vous plaît ? Alors, comment avez-vous fait pour embarquer les directeurs dans votre démarche ? En fait, c'est un peu comme le reste. J'ai pas fait grand-chose. J'ai essayé qu'ils viennent tout seuls. Alors, moi là-dessus, j'ai utilisé un principe qui vient du Kaizen. J'imagine que ça parle à certains, la démarche d'amélioration continue qui vient des industries japonaises. Je le résume très rapidement, mais en fait, il part d'un principe assez simple, c'est le principe de diffusion naturelle des choses. Moi, ce que j'ai symbolisé, ce qui m'est venu à un moment donné, quand j'ai dû commencer à expliquer un peu comment je faisais, c'est qu'en fait, j'ai utilisé le principe de la viralité. Un virus, pour les gens qui ont des enfants, vous le savez très bien, un virus, il ne s'attaque jamais aux parents, parce que ça ne passe pas. Donc il s'attaque aux plus faibles. Alors on ne dit pas les plus faibles, on dit aux plus perméables. Il s'attaque aux plus perméables. Il passe par les enfants, et après il contamine les parents. Et donc du coup, moi j'ai appliqué ce principe-là. J'ai travaillé d'abord avec ceux qui voulaient travailler. Voilà, tout simplement. Et donc il y avait des directeurs qui venaient, puis qui repartaient. Puis il y en avait qui venaient, et qui revenaient, et qui revenaient. Je ne l'ai pas précisé, mais dans la photo des facilitateurs, on a 2 directeurs. En l'occurrence, on a ma directrice, qui est la directrice de la modernisation, et un autre directeur des territoires. D'ailleurs, ça fait un clin d'œil par rapport à la question tout à l'heure, c'est qu'effectivement, j'ai dû former ma directrice. En termes de posture, c'est un petit jeu assez intéressant. Mais voilà, donc en fait, c'est pas évident, c'est loin d'être évident. Moi, je considère qu'effectivement, on ne force pas quelqu'un à faire quoi que ce soit, mais on lui donne envie. Donc, ceux qui ne sont pas encore prêts, ils vont attendre. Et puis, à un moment donné, ils voient quelqu'un d'autre le faire, ou ça se fait dans un service. Ils voient simplement, on a produit un tas de supports. Ils voient un support dans un bureau, ils voient des post-it dessus, ils voient que ça fonctionne bien, que les gens travaillent bien avec. Ils vont m'appeler en disant « Tiens, c'est quoi ton truc? Est-ce que tu peux m'expliquer ?» etc. Je dis « Pas de problème, on y va. » Donc voilà. En fait, c'est une démarche et pas que les directeurs, en fait, n'importe qui, en fait. C'est une démarche plutôt permissive, voilà, d'inciter et ensuite accompagner. En théorie, ça s'appelle la théorie des capacités dynamiques, c'est-à-dire que où les petites victoires qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est que vous créez un environnement
sur un petit périmètre positif qui va ensuite essaimer, créer des capacités dynamiques dans l'organisation par diffusion et avec des effets qu'on peut appeler aussi de boule de neige. C'est-à-dire que finalement, l'entraînement va créer de la dynamique collective. Une dernière question. On passe à la clôture des directeurs généraux de service. Je vous propose qu'on salue nos intervenants, on les remercie.